Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission européenne de l'Europe Direct Strasbourg, diffusée sur Radio Judaïka Strasbourg et RCF Alsace. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Kahn, géographe, historien, professeur agrégé à Sciences Po et chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po. Il consacre depuis de nombreuses années ses travaux à la compréhension de l'Union européenne et sa singularité politique. Dans son dernier ouvrage, L'Europe, un État qui s'ignore, publié aux éditions du CNRS, vous défendez une thèse audacieuse. L'Union européenne serait déjà, sous certains aspects, un État supranational, même si nous continuons souvent à la regarder à travers les seules lunettes de l'État-nation. Alors, l'Union européenne est-elle simplement une organisation internationale, un OPNI, comme le présentait Jacques Delors, une fédération inachevée ou un État baroque, comme vous le présentez dans votre ouvrage, sans que nous en ayons vraiment conscience? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec vous, Sylvain Kahn. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre et à défendre cette idée qui peut sembler, entre guillemets, provocatrice? L'Union européenne serait déjà un État, mais un État qui s'ignore. Merci d'abord, cher Olivier, pour votre invitation. Je suis très content d'être ici à Radio Judaïka et aussi à RCF Alsace. Voilà, il faut venir à Strasbourg pour qu'il y ait ce type de rencontre. C'est très agréable. Il m'a semblé, au bout, effectivement, vous l'avez rappelé, je vous en remercie, ça fait un certain nombre d'années maintenant que je fais des recherches, je donne des cours sur la construction européenne. Donc, dans notre jargon d'universitaire, j'appartiens à ce que nous appelons les européanistes, c'est-à-dire les universitaires dont l'objet d'étude est la construction européenne. Voilà. Et c'est vrai que, traditionnellement, dans notre milieu, dans notre domaine de recherche, on a plutôt tendance à dire que ça va de soi, bien entendu, l'Europe n'est pas un État. Bon. Et il y a des tas de bonnes raisons pour dire que l'Europe n'est pas un État, surtout si on compare l'Union européenne à un État-nation indépendant et souverain, ce qui est en général la caractéristique de tous les États membres de l'Union européenne. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut paraître très contre-intuitif de dire qu'une union qui est constituée d'États souverains et indépendants, des États-nations, serait elle-même un État. Bon. Mais pour autant, à l'issue de nombreuses années de fréquentation de cet objet qu'est l'Union européenne, il m'est apparu que depuis le mois de juillet 2020, le verre était devenu à moitié plein et qu'on pouvait enfin proposer, sans rougir, de dire que l'Union européenne est un État. Revenons sur cette date. Pourquoi juillet 2020 ? Pourquoi juillet 2020 ? Parce que c'était il y a bientôt 6 ans, mais je pense que beaucoup d'entre nous s'en souviennent. Nous étions en plein Covid. Le premier confinement venait de se terminer, à peu près dans tous les pays d'Europe. Et le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, à l'issue d'une réunion de 4 jours et 4 nuits, prend cette décision, à savoir mettre en place un plan de relance pour lutter contre les conséquences économiques et sociale des confinements et du Covid. Rappelons-le quand même au passage, 1 400 000 morts dans l'Union européenne et les pays associés. Probablement l'épidémie ou la crise sanitaire la plus létale depuis la grippe espagnole. Donc c'est très très marquant pour les Européens qui n'étaient plus du tout habitués à ce genre de choses. Et donc, ils décident, les chefs d'État et de gouvernement, de faire en sorte qu'il y ait un budget extraordinaire d'environ 800 milliards d'euros à l'époque, c'est-à-dire à peu près autant que le budget ordinaire qui, lui, pourtant, est sur une durée de 7 ans, premièrement. Et deuxièmement, de faire financer ce budget extraordinaire par un emprunt financé par des bons du Trésor européen. Alors là, je me suis dit, bon, il y avait déjà la monnaie, qui est quand même historiquement l'apanage de l'État. Si en plus, maintenant, il y a des bons du Trésor, sachant qu'il y a déjà depuis fort longtemps, le traité de Rome en l'occurrence, la politique agricole, la politique commerciale, peut-être qu'on pourrait finir par appeler l'Union européenne un État, parce qu'elle finit quand même par avoir les prérogatives d'un État et exercer les politiques publiques d'un État. Ça n'empêche pas que c'est quand même une union d'États-nations, mais voilà, ces États-nations ont décidé de mutualiser
un certain nombre de politiques publiques, des morceaux de souveraineté, y compris de la souveraineté régalienne, bons du trésor, monnaie. Et donc, voilà. Je me suis dit, à partir de là, verre à moitié plein, on va dire que l'Union européenne est un État. Je vais revenir sur le concept que vous avez dans votre livre et que vous venez de citer. Vous parlez de mutualiser la souveraineté, alors que, en règle générale, on parle plutôt de délégation de souveraineté ou de transfert de souveraineté, mais on ne parle jamais de mutualisation de souveraineté. Est-ce que c'est une question de vocabulaire ou ça a du sens ? Je vous remercie de poser cette question parce que oui, je pense effectivement que ça a du sens. C'est pas juste pour éviter des répétitions stylistiques. Parce qu'en effet, dans l'idée de transfert ou de délégation qui est très défendue chez les juristes européens français, pas que, mais bon, en fait, il y a cette idée que la souveraineté ne se partage pas. En tout cas, ceux de vos auditrices et auditeurs qui sont un peu familiers de la Constitution française, de la République française, savent que la souveraineté est une et indivisible, que la République est une et indivisible. Donc, il y a cette idée que la souveraineté ne se divise pas. Ce qui est une idée, on va dire, qu'on ne retrouve pas forcément dans la culture politique et juridique allemande ou néerlandaise ou belge. Et donc, à partir du moment où la souveraineté ne se divise pas, elle ne peut que, le cas échéant, être transférée ou déléguée à un autre acteur, puisqu'il n'y a finalement, à la fin du fin, dans cette représentation, qu'un seul acteur qui est dépositaire de la souveraineté. Voilà. Mais il me semble que, et notamment en regardant un peu ou en lisant un peu ce que font les collègues venus d'autres cultures politiques, d'autres États membres de l'Union européenne, que dans l'Union européenne, en réalité, c'est pas tant que les États se dessaisissent de leur souveraineté. Parce qu'encore une fois, les États membres demeurent pleinement souverains, et donc c'est d'une manière tout à fait volontaire qu'ils décident qu'ils vont mettre en œuvre sur leur territoire national des politiques publiques, et d'ailleurs il reste en général, comment pourrait-on dire, ceux qui exercent la mise en œuvre de la souveraineté. Il y a toujours un État français, un État allemand, un État espagnol, un État hongrois, un État estonien. Ça ne change pas dans l'Union européenne. Mais par contre, ce qui change, c'est que pour décider des politiques publiques qu'ils mettront en œuvre, dans beaucoup de domaines, et d'ailleurs de plus en plus, même si ce n'est pas dans tous les domaines, ils délibèrent avec leurs voisins, dans le cadre de l'Union européenne, ils se mettent d'accord. Et même, ça c'est Renaud Dehousse qui a expliqué ça, qui disait finalement ils le font de manière supranationale parce qu'ils s'engagent à l'avance, en rentrant dans l'Union européenne, à mettre en œuvre des décisions et des politiques publiques sur leur territoire national, quand bien même, au moment de décider de cette politique, ils auraient été dans la minorité qui aurait voté contre. C'est pour ça qu'on parle de supranationalité. Et donc, du coup, il me semble que c'est plus juste de parler de mutualisation de souveraineté plutôt que de délégation qui suppose un dessaisissement. Voilà, c'est ça ma réponse. Et cette mutualisation de souveraineté, vous la liez aussi à ce qu'on appelle, et ce qui est vraiment aujourd'hui, cette côté d'Europe puissance, ou pas du tout ? Est-ce qu'on mutualise pour être plus fort, ou est-ce qu'on mutualise juste pour faire converger des politiques ? Alors, vous avez tout à fait raison, de manière très sensible, de dire que dans le langage courant, souveraineté, bien souvent, est connotée ou associée à la notion de puissance. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, bien souvent, on considère qu'un État est souverain lorsqu'il a une défense, et donc il est capable de défendre son territoire et la société qui vit sur ce territoire. Et là, bien souvent, on dit « Ah oui, l'Union européenne, c'est sympathique, c'est gentil, c'est utile, mais enfin, en matière de défense, heureusement qu'il y a les États membres qui s'en occupent, et puis qu'il y a les États-Unis qui s'en occupent aussi dans le cadre d'une alliance, l'Alliance Atlantique, au sein de l'OTAN. » Et donc, c'est bien souvent un argument qu'on utilise pour dire l'Union européenne n'est pas un État. Et d'ailleurs, ce n'est pas un vrai État souverain, parce qu'un vrai État souverain est capable de défendre son territoire. Voilà. Donc oui, c'est vrai que il y a souvent une superposition qui est faite entre le terme de souveraineté et le terme de puissance. Mais il me semble deux choses. La première, c'est que si on regarde un peu comment et pourquoi les Européens ont basculé dans la construction de cette entité territorialo-politique qui s'appelle aujourd'hui l'Union européenne et qui, en 1951, s'appelait
la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, puis entre les deux, elle s'est appelée Communauté économique européenne. C'est précisément parce qu'ils ont mis à distance, on pourrait même dire ils ont tourné le dos à l'idée de puissance, à l'idée en tous les cas que c'était important pour être européen, ou pour être français, ou pour être allemand, ou pour être belge, et puis plus tard polonais, etc., d'être une puissance. Parce que le choc des puissances avait fini par mener, c'était pas prévu, c'était pas écrit, mais enfin c'est quand même ce qui s'est passé dans les faits, à 2 guerres mondiales nées en Europe extrêmement destructrices, matériellement et humainement, avec une deuxième guerre mondiale qui est même devenue destructrice moralement, puisqu'elle est devenue inhumaine, 2 génocides, le génocide du peuple juif, le génocide du peuple rome, et une espèce de négation de ce qui fait l'humain chez les humains et dans l'humanité. Et je pense qu'il y a un lien, ce lien a été fait par des gens bien plus, par de grands penseurs ou de grandes personnalités politiques comme Simone Veil, de dire, après une telle expérience, en particulier de la Seconde Guerre mondiale et du génocide des Juifs perpétré par les nazis et beaucoup de collaboration, on va le dire comme ça, il y a cette idée que la puissance de l'État ou l'État comme puissance est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux, extrêmement toxique. Et je pense que ce discrédit du nationalisme guerrier et réducteur et exterminateur a énormément contribué à rendre possible et même souhaitable la supranationalité et l'idée que donc en fait on peut mutualiser la souveraineté nationale. Voilà. D'ailleurs, à la même époque, les Européens se sont détournés des empires coloniaux. Les opinions publiques n'étaient pas pour le maintien des empires coloniaux et n'ont pas soutenu les guerres coloniales. Et d'ailleurs, finalement, de fil en aiguille, évidemment, mus notamment par les mouvements indépendantistes, bien sûr, mais les Européens se sont détournés des entreprises de puissance. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec les Européens qui finalement cherchent à inventer une nouvelle modalité de faire souveraineté, qui est à la fois supranationale, qui ne renonce pas du tout à l'indépendance des nations, et qui par contre tourne le dos à la puissance. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange, mais ça fait 75 ans que ça dure. C'est plus que la Ve République, c'est plus que la Troisième République. Mais ce qui est aussi original, c'est qu'on a des outils de puissance, mais souvent on a cette impression qu'on ne les utilise pas. Il y a un élément, et vous y revenez aussi dans votre ouvrage, c'est la Banque Centrale Européenne. Quand vous avez parlé des eurobonds, ou quand aujourd'hui on parle de la Banque Centrale Européenne, elle apparaît comme une des institutions qui incarne mieux la souveraineté européenne. Et pourtant, les citoyens, eux, estiment encore aujourd'hui que la BCE, c'est pas grand-chose. Oui, alors parce que la BCE, c'est une institution, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler on est presque dans une institution fédérale, là, cette fois-ci. Oui, alors effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'elle est fédérale. D'ailleurs, c'est très intéressant quand on regarde. Moi, je suis ni économiste, ni spécialiste de la monnaie ou des finances publiques. Mais ce que je comprends de l'organisation, du management, si on veut, de la Banque Centrale Européenne comme organisation professionnelle, c'est que tout le monde connaît évidemment le président ou la présidente, puisque actuellement c'est Christine Lagarde, de la Banque Centrale Européenne, mais c'est quand même un fonctionnement assez collégial, puisqu'il y a un board des gouverneurs, un conseil des gouverneurs, oui. Un conseil des gouverneurs, dans lequel siège chaque directeur de banque centrale des États membres de la zone euro. Ça veut dire donc, on a une banque centrale européenne, mais il y a toujours des banques centrales nationales. Elles n'ont pas disparu. Et non seulement elles n'ont pas disparu, mais leurs directeurs et directrices respectifs jouent un rôle important dans les décisions que prend cette banque centrale européenne. Voilà. Donc, ça dit bien, là aussi, qu'il s'agit d'une mutualisation de souveraineté et que cette fédéralisation n'est pas un transfert de compétences. Et d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant. Nous sommes à la radio, ici. Pour ceux d'entre vous, ou ceux d'entre vos auditrices et auditeurs qui écoutent aussi de temps en temps ou souvent France Inter, par exemple, pour citer un exemple de radio du service public de Radio France, le gouverneur de la Banque de France intervient, on va dire quoi, comme ça,
estimation à vue de nez, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, dans les grands médias nationaux. Donc, il joue un rôle. Et je pense que c'est pareil pour l'ensemble des gouverneurs de toutes les banques centrales des États membres. Voilà. Donc ça dit quelque chose. Le problème de cette Banque centrale européenne, c'est en fait qu'elle n'a pas son pendant du côté du pouvoir politique. Et ça s'explique pour des raisons historiques. C'est-à-dire que quand dans la deuxième moitié des années 80 et la première moitié des années 1990, les pays membres de l'Union européenne de l'époque, qui étaient 12, puis 15 à partir de 1995, ont décidé, dans le cadre du traité de Maastricht, de créer l'Union économique et monétaire, donc la monnaie unique, donc la Banque centrale européenne, ils étaient en débat sur à qui on va confier le pouvoir monétaire du point de vue politique. Et là, les Allemands, ils n'étaient pas les seuls, c'était aussi le cas des Néerlandais et des Belges, disaient, la logique voudrait que, pour me faire comprendre, le ministre de l'économie et des finances européen soit à la commission, que ce soit un commissaire. Et le gouvernement français de l'époque, et il n'était pas le seul gouvernement à le dire, disait, non, il faut que ça soit le Conseil, c'est-à-dire la Chambre, le Parlement des États, qui soit le siège de ce ministre de l'économie et des finances européennes. Et en fait, c'est comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre eux qu'ils ont dit, de toute façon, il faut qu'on avance. Donc, on fait déjà la BCE, la Banque centrale européenne. Et puis, pour le ministre, entre guillemets, pour le ministre européen, on verra plus tard si ça sera un commissaire ou si ça sera un membre du Conseil européen. Et sauf que comme, à force, le temps a passé, ils n'ont pas vraiment fini par se mettre d'accord. Ils ont créé ce Conseil de la zone euro. Et du coup, ça peut donner l'impression aux citoyens européens que l'Union européenne et eux-mêmes, en tant que citoyens, sont un peu orphelins, disons, d'une incarnation politique de la politique monétaire. On va aller un peu plus loin assez rapidement. Quand on parle d'État, on parle aussi souvent de peuple. Est-ce que vous considérez qu'il y a un peuple européen ou pas ? La notion de peuple, évidemment, c'est très intéressant. Ça, c'est, par exemple, Jean-Marc Ferry, qui a un philosophe du politique qui a beaucoup réfléchi à cette question de l'État européen. La question du peuple, c'est très intéressant parce que c'est une notion très abstraite qui a été très mise en avant par les révolutionnaires français, notamment avec le petit essai de l'abbé Sieyès qui s'appelle « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Tout. Enfin, il doit devenir tout. Il y a donc l'idée qu'avec l'âge démocratique, on transfère la souveraineté du monarque au peuple. Et simplement, le peuple, c'est abstrait. Donc, qui incarne le peuple ? Et bien souvent, en tout cas, c'est ce qu'ont dit les révolutionnaires français, ils n'étaient pas les seuls, les révolutionnaires américains ont fait la même chose à peu près à la même époque. On dit, en fait, c'est la nation. Donc, il y a démocratie. En France, quand le peuple français se saisit de lui-même et se gouverne lui-même, en se donnant des représentants, et donc ça prend la forme d'une nation. Bon, et puis, de fil en aiguille, on va dire, c'est un peu l'histoire des Européens, on va dire depuis la fin du XVIIIe siècle, que progressivement, il y a comme ça une superposition qui se fait entre la démocratie, qui est le gouvernement du peuple par le peuple, et une incarnation concrète qui est la nation. Et donc, du coup, ça rend compliqué, ou ça peut inquiéter ceux qui sont, à juste titre, très pénétrés de cette histoire, de cette construction historique, et qui se disent, mais l'Union européenne associe des nations, donc en fait, il n'y a pas de peuple européen, et donc on risque de se retrouver avec quelque chose qui va aller à l'encontre de la démocratie, puisqu'il n'y a pas de nation européenne. Et il y a d'autant moins de nations européennes que l'Union européenne assume complètement d'être une association supranationale de nations. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc en fait, dans ce sens-là, il n'y a pas de peuple européen. Mais après, toute la question, si on ouvre, vous voyez, si on réouvre le jeu, si on a de la plasticité intellectuelle, on peut dire la nation, c'est une figure du peuple, c'est une manière de faire peuple, ou une manière de faire donc démocratie. Et il peut y en avoir d'autres qui viennent s'ajouter. Et le sentiment d'appartenance, alors ? Le sentiment d'appartenance, c'est très important, et peut-être que le sentiment d'appartenance trouve davantage à être nommé citoyenneté. Voilà. Et on peut se sentir européen, quand bien même il n'y a pas de peuple européen. Et alors, avec Jacques Lévy, dans un précédent ouvrage qu'on avait écrit à deux, qu'on avait d'ailleurs appelé « Le pays des Européens », on avait publié en 2019 chez Odile Jacob, on a considéré on disait il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de nation européenne, mais il y a une société européenne.
Et ça, c'est très, nous semble-t-il, structurant et très dynamique. Je pensais à une chose qui a été assez marquante, c'est le référendum de 2005. Déjà parce qu'il portait sur un traité qui établissait une constitution, donc on est sur un élément un peu étatique. Comment vous voyez la place de ce référendum, de ce non? Parce que c'est toujours un argument qui est utilisé pour dire que l'Europe elle impose ses règles. Voilà, on voulait pas et pourtant l'Europe elle nous impose quand même parce qu'il y a eu un nouveau traité après, des choses pour lesquelles le peuple français aurait dit non. En vérité, l'Europe, c'est nous. C'est-à-dire que l'Europe, c'est pas la soucoupe volante du film de Tim Burton, Mars Attacks, où on voit des extraterrestres venir au-dessus de la Terre et infiltrer les terriens. Encore une fois, l'Europe n'existe, y compris dans ses politiques publiques et ses compétences et ses institutions, que parce que les représentants des nations de chaque pays européen l'ont décidé. Voilà. Donc, ça, c'est mon premier élément de réponse. L'Europe, c'est nous. Et donc, en fait, on le voit bien d'ailleurs avec les dernières élections européennes, on voit bien comment, en fonction de la couleur politique du Parlement européen, les orientations des politiques publiques décidées par le régime politique européen changent. C'est comme dans n'importe quel État membre de l'Union européenne, quand il y a un changement de majorité, les politiques publiques ne sont plus les mêmes. Donc en réalité, l'Europe n'impose rien. On le voit bien aujourd'hui sur le vote sur les politiques migratoires. Exactement, voilà, où on l'a bien vu. Et alors, par ailleurs, vous rappeliez qu'au moment du traité constitutionnel européen, il y a deux peuples, le peuple néerlandais et le peuple français, qui n'ont pas ratifié ce traité établissant une constitution pour l'Europe, et que cette ratification a été rejetée par référendum. Mais à l'époque, il y avait également 2 pays ou 2 peuples qui avaient ratifié par référendum ce traité constitutionnel européen, en l'occurrence les Luxembourgeois et les Espagnols. Et à l'époque, enfin d'ailleurs, si j'ose dire, si on regarde aujourd'hui quel a été à l'époque le résultat des courses, eh bien au final, vous avez 19 pays qui ont ratifié ce traité constitutionnel européen et 2 qui ont rejeté sa ratification, puis les autres ne se sont pas prononcés. Et donc, du point de vue de ceux qui l'ont ratifié, et en particulier de ceux qui l'ont ratifié par référendum, il y avait cette idée que pourquoi est-ce que notre vote populaire serait moins légitime ou aurait moins de poids que le vote populaire des 2 nations qui ont rejeté le référendum? Je ne me prononce pas, je veux juste dire par là que on a décidé, depuis l'établissement du traité de Rome en 1957, que pour qu'il y ait un changement des traités, c'est-à-dire de la loi fondamentale qui sous-tend l'Union européenne, il fallait l'unanimité. Mais en réalité, ça montre bien qu'on est dans une forme de vie démocratique supranationale où il faut quand même que tout le monde y trouve son compte. Et que même s'il y a une majorité ou une minorité, il faut faire en sorte de garder tout le monde à bord. Et donc c'est pour ça que, après le rejet du traité constitutionnel européen, l'ensemble des parlementaires européens et l'ensemble des parlementaires nationaux de tous les États membres de l'époque ont cherché à trouver quand même une solution juridique et fonctionnelle qui satisfasse tout le monde, y compris ceux qui avaient ratifié ce traité par référendum. Alors j'aimerais terminer cet entretien sur la guerre en Ukraine qui semble accélérer aussi la construction d'une Europe de la défense, qui est quand même un élément fort, cette défense de l'État. Sommes-nous en train d'assister à la naissance du dernier attribut étatique qui manquerait aujourd'hui à l'Union européenne? Alors ce que vous dites, pour moi, renvoie immédiatement à une formule, disons, en tout cas célèbre chez les universitaires qui s'intéressent à l'État, d'un grand politiste canadien aujourd'hui décédé qui s'appelle Charles Tilly, qui a résumé un ouvrage très gros, très important, qui s'intéresse à la formation de l'État en Europe depuis du Xe siècle au XXe siècle. Son propre résumé à lui, sa propre formule, c'est « l'État a fait la guerre a fait l'État ». Et il démontre comment, historiquement, sur 10 siècles, il peut résumer les choses avec cette formule. Alors, tout le monde n'est pas d'accord, mais peu importe, ça reste quand même très, très structurant pour comprendre l'édification des États européens. Et là, effectivement, et vous avez raison de dire que ça me paraît très structurant, et j'ouvre un peu l'Europe, un État qui s'ignore, ce livre par cet épisode, si j'ose dire.
le fait que les Européens se soient mobilisés très vite en février 2022 pour soutenir, sans faire la guerre certes, mais pour soutenir militairement, budgétairement et par l'accueil de jusqu'à 4 millions de réfugiés, les Ukrainiens eux-mêmes agressés militairement par la Russie, pourrait indiquer que, à sa façon, l'Union européenne aussi est dans une trajectoire qui peut s'expliquer, ou dont peut rendre compte la formule « la guerre a fait l'État, l'État a fait la guerre ». Et cela est d'autant plus renforcé qu'aujourd'hui, avec Trump, l'administration Trump, depuis le mois de février 2025, on comprend que les États-Unis ont lâché les Européens et ne veulent plus s'engager dans la défense du territoire des Européens. Donc il faut que les Européens, de toute façon, se mettent en capacité de défendre leur territoire seuls sans les États-Unis et d'être suffisamment crédibles pour que l'État russe, qui a maintenant attaqué et agressé un État associé à l'UE, n'ait pas envie de tester les défenses de l'UE. Donc oui, en effet, il me semble qu'il y a tout un tas de signaux faibles depuis 2022, comme quoi les Européens sont en train progressivement, ça va peut-être mettre 10 ans, de se doter de cette compétence régalienne qui est la défense de leur territoire et de devenir encore un peu plus un État, même s'ils s'ignorent. Merci Sylvain Kahn, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé avec nous vos réflexions sur l'Union européenne et sur l'Union européenne, un État qui s'ignore. Je rappelle donc aux auditeurs que vous êtes l'auteur donc de cet ouvrage L'Europe, un État qui s'ignore, qui est donc publié aux éditions du CNRS, un ouvrage donc stimulant, parfois même déroutant, hein. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez donc retrouver cette émission aussi en podcast sur le site de vos radios, mais également sur les plateformes habituelles. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.